c'est Bon. parfait. Alors Je te bonjour à laisse la parole, tous. Sébastien. Ouais, bonjour à tous. Alors oui, du coup, tu l'as dit Gwen, dans le projet Réponse, on ambitionne que d'apporter des réponses aux citoyens qui se questionnent sur le pourtour des temps de berre, mais les citoyens se questionnent plus largement, bien sûr, que ce territoire-là, sur l'air et l'impact que ça peut avoir. Euh, alors du coup, quand on parle d'air, forcément, pourquoi on a un intérêt sur l'air? Ben, parce que ça a un enjeu majeur, notamment en matière de santé publique. Il est avéré depuis quelque temps que la pollution atmosphérique, qui est classée cancérogène, a un réel impact sur l'homme. Alors, vous entendez tous parler dans les médias de chiffres, de décès prématurés en Europe, de décès en France. Bon, les chiffres, on peut toujours, il y a toujours une incertitude qui plane sur un chiffre, mais pour autant, ça situe un peu le sujet. De l'ordre de 600 000 décès prématurés en Europe en lien avec la pollution atmosphérique, de l'ordre de 50 000 par an en France. Et puis, il y a aussi tout un cortège de pathologies chroniques, donc c'est pas forcément le décès, mais pathologies chroniques qui sont en lien avec la pollution atmosphérique. Et puis, un truc plus général qui est une dégradation de la qualité de vie en lien avec cette dégradation de qualité de l'air. Il y a des enjeux économiques aussi, avec des coûts, là aussi, des études sortent avec des milliards d'euros dépensés autour de cette thématique sanitaire de l'air. Il y a des enjeux, on va dire, purement réglementaires, c'est-à-dire de la surveillance de la qualité de l'air qui est réalisée en France. Les données de surveillance remontent à l'Europe, notamment. Et l'Europe, au regard des niveaux qu'elle constate, peut demander à quelques États, et donc c'est le cas pour la France, que de faire plus. Donc, il y a un contentieux qui est en cours là, avec la France pour non-respect de valeurs concernant des particules ou des oxydes d'azote dans l'atmosphère. Et enfin, bien sûr, un enjeu planétaire, la qualité de l'air, ça agit sur notre santé, mais ça agit aussi sur l'environnement et ça participe au bouleversement climatique. Et puis, il y a des répercussions bien aussi sur la thématique énergétique. Alors, le dispositif de surveillance de la qualité de l'air en France, il est taillé de telle sorte que dans chaque région, il y a un organisme comme le mien, Atmosud. Nous sommes en région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais il y a dans chacune des régions françaises la même entité que la mienne, et qui est constituée en association. Alors, elle est agréée, c'est le AASQA, les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air. Donc, on est agréé par les ministères pour mener à bien le suivi de la qualité de l'air en ces territoires. On est associatif, on est une structure collégiale, donc il y a les services de l'État qui sont partie prenante, les collectivités, départements, régions et les villes et les communautés de communes sont là avec nous. Les acteurs économiques, les industriels sont dans ce collège-là, mais aussi les gestionnaires d'infrastructures portuaires ou aéroportuaires, par exemple. Et enfin, des associations de protection de l'environnement. Donc, ces quatre collèges ont un droit de regard sur nos actions et nous écoutons ce qu'ils souhaitent que nous fassions. Les associations en France de surveillance de qualité de l'air sont aussi en prise avec le LCSQA, c'est une coordination technique de l'INERIS, du Laboratoire national d'été et de l'école des mines de Douai, quoi, ex-école des mines de Douai. Donc, ce sont des gens qui nous épaulent sur des aspects scientifiques et techniques. Et c'est très important que nous ayons ces gens-là à nos côtés. Les actions de ces différentes associations de surveillance de la qualité de l'air, c'est surveiller afin d'évaluer les niveaux qu'il y a et pouvoir aussi évaluer l'exposition des populations en lien avec les niveaux de pollution que nous mesurons. Donc, surveiller, c'est le pilier central, mais le deuxième axe, c'est informer. Informer sur ce que nous voyons, sur ce que nous savons, sensibiliser du coup les populations à cette thématique de l'air et donner de l'information sur les niveaux qu'il y a dans ces territoires. Et informer, c'est aussi les acteurs et les décideurs, bien sûr, pour que des actions intéressantes soient mises en œuvre et qui vont participer à améliorer les situations. Donc, surveiller, informer, ça participe finalement à accompagner, évaluer, suivre des plans qui sont mis en place dans les territoires, comme le plan de protection de l'atmosphère mené par l'État. Et donc, nous participons en donnant de la donnée, de l'information,
sur les niveaux qu'il y a, en faisant des scénarisations de si des actions étaient mises en œuvre, qu'est-ce que ça apporterait comme gain. Donc ça vaut pour les plans de protection de l'atmosphère, les plans de déplacement urbain, les plans climat, air, énergie, et enfin les ZFE, là dont on parle beaucoup, hein, les zones à faible émission. Donc on participe à la réflexion autour de tous ces sujets-là. Notre volonté est d'intégrer le réflexe R dans chacune des actions finalement qui se mènent au quotidien dans nos territoires. Gwen, tu demandais effectivement qu'est-ce qu'on mesure finalement pour qualifier l'air. Alors, on ne mesure pas tout ce qu'il y a dans l'air, hein, on en est tous conscients. On est conscients, nous, de ne pas mesurer l'intégralité de ce qu'il y a dans l'air et des choses peuvent nous échapper, qui peuvent avoir une importance hein, d'ailleurs. Hein. Mais quand même, on fête nos 50 ans cette année avec toi, le SPI, hein, Gwenaël. Donc, on a du recul, on a un partage avec les réseaux en France, donc on ne fait pas n'importe quoi. Euh, on priorise nos actions sur des polluants dont les effets sur la santé sont avérés et où il existe des valeurs réglementaires. Comme ça, au moins, ça offre la facilité pour nous que de comparer les niveaux que l'on mesure sur le territoire avec ces fameuses valeurs réglementaires. Ou alors des lignes directrices de l'Organisation mondiale de la santé, hein, des targets, quoi, des cibles à atteindre. L'Organisation mondiale de la santé nous dit, voilà, pour telle et telle molécule, il faut tel niveau. Alors les polluants, ça tourne autour des oxydes d'azote, le NO2, l'ozone, le dioxyde de soufre, le benzène, le benzoapyrène. Alors, je vous ai fait une liste, elle n'est pas complète, bien sûr, mais ça vous brosse quand même l'ensemble du sujet. C'est des gaz, c'est des particules. Les PM10, les PM2,5, par exemple, sont des particules inférieures à 10 micromètres ou inférieures à 2,5 micromètres, donc de fines particules. Les métaux que l'on trouve dans ces particules, et notamment le plomb, le nickel, l'arsenic, le cadmium. Et puis enfin, on ne se cantonne pas à ne faire que des mesures sur des molécules qui seraient réglementées, mais on s'intéresse aussi à des molécules dont on sait qu'elles ont un impact sur la santé et où il existe des valeurs toxicologiques de référence comme certains COV, toluène, butadiène, d'autres métaux que ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, le chrome et ainsi de suite. Dans les HAP, nous nous intéressons aux benzoapyrènes, certes, mais à d'autres composés, l'anthracène, le fluorantène et autres. L'ammoniac, l'H2S, l'hydrogène sulfuré, le mercure, les dioxines, les furanes, les PCB. Bon, on a vraiment une gamme de mesures assez importante. Mais malgré tout cela, on ne mesure pas tout, on en est conscient et il peut y avoir des molécules qui nous échappent. Ces dernières années, on a intensifié notre suivi ou on a ouvert un suivi un peu particulier qui est sur des composés dont il n'existe aucune valeur réglementaire, comme les particules ultrafines, par exemple, ou le carbone suie, le black carbone. Alors, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de valeur réglementaire que nous ne nous intéressons pas à ce sujet. La façon dont on va s'intéresser à cette thématique, c'est de multiplier les lieux de mesure pour au moins avoir un avis d'un lieu par rapport à un autre et pouvoir dire si les saisonnalités, ce lieu diffère de l'autre, si la nuit, le jour, le week-end ou autre, il y a des niveaux différents. Et si un jour une réglementation arrivait sur ces composés, nous aurions déjà un historique de mesures que nous pourrons confronter à ces valeurs réglementaires. On mesure, alors tous les polluants dont je vous ai parlé, c'est parce qu'ils ont fondamentalement une incidence sur la santé, mais on mesure aussi quelques molécules qui ont un impact sur l'environnement, sur la planète, comme le CO2, le méthane ou le N2O. Mais ça reste quelques molécules. On se focalise beaucoup sur les molécules qui ont un impact sur la santé. Alors, je vous ai mis un petit graphe en bas, c'est juste pour vous montrer que on vous parle souvent de valeurs journalières, de valeurs annuelles, mais nous avons bien, nous, Atmos Sud, l'information quart d'heure après quart d'heure, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ces données que nous captons sur les territoires, nous les confrontons aussi à des données météorologiques, en plus de celles de Météo France, nos propres données météorologiques, parce qu'il est important de savoir si une élévation de niveau apparaît parce que le vent vient de telle direction et peut peut-être incriminer telle ou telle source. Donc on a de la donnée assez précise en notre possession. Je vous ai résumé finalement l'action Atmos Sud. C'est ce que nous souhaitons, c'est porter une expertise sur un territoire donné et sur la sphère qualité de l'air. Notre expertise, elle s'alimente par des mesures que nous faisons sur le terrain. Je vais vous montrer un peu de quoi il en ressort. Notre expertise, elle est alimentée aussi par le signalement des riverains, des citoyens de notre région qui, au travers d'une application signalaire, peuvent nous faire remonter le fait qu'ils sont gênés par des odeurs, par du bruit, par des fumées. Donc, c'est une deuxième source d'information qui nous parvient et qui permet d'enrichir notre expertise sur le territoire.
une dernière source est les modélisations. Nous avons accès à de la cartographie, quoi, de la modélisation qui décrit les situations sur le territoire. Je vous en parlerai un peu comment elles se réalisent, ces modélisations. Et le sujet de la modélisation, c'est aussi de pouvoir prévoir. Alors, on prévoit à 1 ou 2 jours, c'est-à-dire demain et après-demain, la qualité d'air qu'il y aura, en lien avec les informations mesurées aujourd'hui et les jours précédents, la dispersion, les informations météorologiques, topographiques, bon bref. La mesure et la modélisation, plus l'information des citoyens, sont trois vecteurs qui nous permettent de comprendre un peu ce qui se passe dans ces territoires. Quand on comprend un peu ce qui se passe dans ces territoires, on partage cette information. Alors, on le partage avec les acteurs de territoire, là tout en haut, donc tous nos adhérents, bien sûr, et donc ça regroupe beaucoup de gens, hein. On partage ça aussi au travers de notre site internet avec des diagnostics, des bilans, des choses comme ça. Un travail très important que nous réalisons chaque année, c'est la sensibilisation et notamment des jeunes publics. Donc on leur parle de ce que nous faisons, ce que nous savons, et on leur parle aussi de ce qu'il convient qu'ils fassent pour le futur, pour améliorer la situation ou ne pas la dégrader en tout cas. Et enfin, une des actions qu'Atmos-Suda, c'est par délégation des préfets, nous envoyons, lorsque nous prévoyons qu'une pollution se fera jour le lendemain, nous envoyons une alerte pour pollution en ozone ou en particules et les préfectures mettent en place des mesures visant à réduire les rejets à ces moments-là. Alors, le dispositif de surveillance, il y a vraiment deux sujets sur lesquels je veux impérativement que vous gardiez à l'esprit ces deux aspects de notre action. Il y a un sujet à droite qui concerne les concentrations de polluants que nous respirons. Et il y a un sujet à gauche sur la slide qui concerne les émissions atmosphériques. Nous œuvrons sur ces deux thèmes. Ils sont reliés, bien sûr, hein. L'émission va conditionner en partie les niveaux que nous allons respirer, mais il n'y a pas un lien franc et direct entre des quantités émises et des quantités respirées. Alors, nous avons bien des données qui concernent l'émission. Et je vous en faire part tout à l'heure, c'est-à-dire nous sommes en capacité à dire dans un territoire donné quelle est la quantité émise de telle et telle molécule et quelle est la source industrielle, transport qui en est à l'origine. Et à côté de ça, par nos stations de surveillance, nous allons pouvoir informer aussi les citoyens de auquel niveau ils sont exposés sur telle et telle grandeur. Mais c'est deux sujets bien distincts. Le tout premier, donc les émissions atmosphériques, nous avons une petite dizaine de personnes chez nous qui collectent des données d'émissions auprès de chaque source, industrielle, transport routier, nature, bateau, avion et autres. On suit les règles qui se font jour en France pour constituer un inventaire des émissions atmosphériques, hein, le CITEPA notamment, donc on suit la même méthodologie, on a la même rigueur à faire cela. On récupère les données. Parfois, on a des nombres de véhicules, mais on n'a pas des quantités émises, mais on a des clés, des facteurs d'émission qui nous permettent, malgré tout, au final, de donner une quantité émise. Et donc, il nous est possible finalement, et on donne accès à tout un chacun cette information au travers de SIGAL, donc une application que l'on a développée au travers de l'ORECA, l'Observatoire régional de l'énergie et du climat, avec la région, l'ADEME et les services préfectoraux. Donc, au travers de ce groupement, on a constitué un outil qui s'appelle SIGAL. Il vous donne accès aux quantités émises dans les territoires. Et donc, vous pouvez regarder à l'échelle régionale sur un certain nombre de molécules, les oxydes d'azote, les particules, quelle quantité émise dans ces territoires, la clé de répartition, est-ce que la source industrielle qui est majoritaire ou l'automobile au contraire, voir aussi les évolutions, parce que ces inventaires, nous les réalisons tous les 2 ans, donc voir aussi la dynamique. Est-ce que dans nos territoires, les quantités émises diminuent, augmentent? Est-ce qu'il y a des sources qui ne jouent pas le jeu, entre guillemets? Et enfin, donc, une fois qu'on a ce premier sujet des émissions atmosphériques, qui est une part de la donnée, le fondamental de notre action, ça reste quand même à surveiller les concentrations de polluants dans l'air que nous respirons tous. Et donc, nous avons un réseau de surveillance qui est constitué de près de 80 stations de mesure qui renseignent quart d'heure après quart d'heure les polluants qu'il y a en ces différents lieux. Et on donne là aussi accès à ces informations à tout un chacun au travers de notre site Atmosud. Vous pouvez descendre jusqu'à la station de mesure de votre ville.
aller récupérer finalement les courbes des niveaux mesurés ces derniers jours. Il y a des seuils réglementaires, quand ils existent, qui figurent sur ces graphes et qui permettent de voir si l'on est bien en dessous ou au-dessus ou très proche. Et puis, vous avez aussi des tableaux de données. Vous pouvez télécharger des données pour regarder les niveaux sur ces derniers mois, ces dernières années. Euh, ces différentes stations de mesure, c'est quoi? C'est une cabine qui est implantée en un lieu donné. Cette cabine, elle est climatisée parce que tous les matériels qui vont être à l'intérieur, il faut impérativement qu'ils soient maintenus dans des températures assez stables. C'est de l'information météorologique, donc souvent, qui est mesurée en ces lieux. Et puis, ce sont des analyseurs de gaz qui y sont installés à l'intérieur ou des analyseurs de particules qui sont mis. Et ces matériels, ils sont étalonnés, raccordés à la chaîne d'étalons française pour veiller à ce que 100 microgrammes mesurés en région sud, c'est équivalent à 100 microgrammes mesurés à Paris. On peut comparer nos chiffres. Ces dernières années, on a de tout temps utilisé des matériels très performants, mais parfois des matériels plus indicatifs comme les tubes passifs, où l'information, elle est cette fois pas quart d'heure après quart d'heure, mais elle est agrégée sur une semaine. Mais l'information, elle a tout son sens quand même et elle a une certaine validité métrologique qui nous permet de déployer ces moyens-là. Ces dernières années, les sujets qui émergent en matière de surveillance, c'est les microcapteurs. Vous en avez sans doute beaucoup entendu parler et un certain nombre d'entre vous peut-être en possèdent. Ce sont des matériels qui permettent de donner une indication sur les niveaux de polluants présents à côté de vous. Alors, il ne faut pas se tromper de sujet. Ça donne une information, mais elle est très, très éloignée de la précision que nos matériels peuvent avoir. Mais ça reste de la mesure complémentaire. C'est intéressant, malgré tout, que de déployer ce genre de moyens de mesure. Déjà, c'est intéressant parce que ça mesure auprès de vous, là où vous souhaitez, quoi, et pas forcément au coin de la rue où j'ai installé ma station. La dynamique de ces matériels, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte tous les matins, elle est bonne, on l'a vérifié, on a vérifié beaucoup de microcapteurs à côté de nos stations de mesure. La dynamique est correcte. Par contre, le niveau précis qu'il vous donne n'est pas si précis que ça. Mais bon, je m'imagine que vous n'en doutiez pas, sinon et je me demande pourquoi nous déploierions de matériel aussi sophistiqué si finalement des microcapteurs pouvaient les remplacer. Là, je vous clarifie le fait que voilà, nous avons une exigence métrologique sur les moyens de mesure que nous mettons en œuvre et nous avons des moyens à mettre en rapport avec cette exigence, c'est-à-dire qu'on a un laboratoire d'étalonnage ici à Martigues, on a un laboratoire de gravimétrie, on a des locaux et du personnel habilité à mettre en œuvre tout cela. Je vous parlais tout à l'heure que vous pouvez avoir accès aux stations de surveillance et aux mesures qu'elles font, mais souvent, notre information, c'est cartographique plutôt. On restitue l'information sur des cartographies. Les cartographies, alors je vous montre là la subtilité de nos cartographies, c'est que finalement, elles se nourrissent des inventaires des émissions dont je vous ai parlé tout à l'heure, elles se nourrissent de la topographie du territoire, donc on a des outils qui ont bien enregistré qu'il y a des reliefs, des vallées et des couloirs de vent, et puis elles se nourrissent surtout, ces stations, ces cartos, de nos stations de mesure qui mesurent justement en permanence. Alors, ce ne sont pas que les stations qui marchent en ce moment en 2022 qui nourrissent nos cartes, mais ça peut être aussi des stations qui ont mesuré pendant 10 ans de 1990 à 2000 et où on a pu vérifier que mesurer à Avignon pendant 10 ans en un lieu A, c'est finalement assez ressemblant au lieu B. Et on a maintenu finalement une station que au niveau B et on a quand même l'information au niveau A. Bref, cette carto, elle nous montre que il y a plusieurs lieux de mesure permanents qui renseignent, mais il y a aussi des mesures plus anciennes et des campagnes de mesure temporaires que l'on diligente dans les territoires. C'est donc souvent j'entends dire il n'y a que deux stations ici, il n'y en a qu'une ici, mais il ne faut pas oublier le passé, c'est que quand on en a laissé qu'une, c'est peut-être parce qu'on en a mesuré pendant plusieurs années en trois, quatre autres lieux et on a appris ce que ces lieux valaient par rapport aux lieux uniques que nous avons retenus. Finalement, nos cartographies, à la fin, on efface les lieux de mesure pour ne laisser finalement l'information que spatiale qui permet de décrire les niveaux qu'il y a au plus près des routes, dans les tissus urbains et ainsi de suite.
Je vous parlais tout à l'heure et je veux le redire à l'occasion de ce slide. Donc, on sollicite les citoyens pour nous aider à mieux comprendre la qualité de l'air dans les territoires au travers de cette application Signalair où il vous est donné la possibilité à tout un chacun et à tout moment que de signaler une nuisance que vous rencontreriez sur votre zone. Et ces informations, elles sont vraiment très, très importantes pour apprécier une situation dans un territoire donné. Alors, Carto, alors je vous disais, ça décrit, mais ça prévoit aussi. Donc, hein, on est bien sur des outils que l'on partage avec plusieurs autres entités, des outils qui, des fois, prévoient sur une échelle régionale ou même plus large, hein, continentale, Europe. Et puis, on a des outils qui descendent en maille jusqu'à arriver à notre territoire à nous et où il nous est possible que d'avoir une prévision sur les jours à venir. De cette prévision, je vous le disais, on peut lancer de l'information comme quoi il y a risque de pollution. Ces informations, elles s'accompagnent de recommandations sanitaires que donne l'Agence régionale de santé, hein, pour prévenir que demain il y a pollution et que les personnes sensibles doivent éviter hein, de faire du sport, par exemple, à ces moments-là, ou de penser à prendre leur traitement, plus encore aujourd'hui que hier. Et puis rappeler aussi qu'il y a des possibilités à prendre les transports en commun qui visent à améliorer la situation dégradée que l'on annonce pour le lendemain. Alors, je vous ai donné les outils que j'ai en ma possession pour avoir une vision de la qualité de l'air et je veux finir par quand même ce que nous savons finalement en matière de qualité de l'air dans notre territoire. Euh, Cette carte, c'est un indice agrégé d'un certain nombre de polluants que nous mesurons dans la région. C'est principalement les oxydes d'azote, les particules PM10, PM2,5 et l'ozone. Ça permet de situer d'un coup d'œil, vite fait, le fait que la bande littorale de notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur ben, est la plus concernée par des niveaux élevés en polluants, que l'OMS récemment a revisité ses lignes directrices, elle les a sévérisées, et que au regard de ces nouvelles lignes directrices OMS, c'est 100% des populations de la région qui se trouvent être en situation de dépassement d'une valeur limite, d'une ligne directrice OMS, d'une ligne directrice OMS. Quand on regarde le référentiel Union européenne, valeur limite, bon, les valeurs sont plus légères, on va dire entre guillemets. Du coup, il y a moins de populations qui sont concernées par ce valeur limite. Mais c'est vrai qu'Atmosud, on a toujours parlé de ces deux seuils, la valeur limite européenne et l'objectif de qualité de l'OMS. Et c'est vrai que ces dernières années, on va quand même focaliser beaucoup notre communication sur ces lignes directrices OMS parce que il ne s'agit que de santé là. Alors que l'Union européenne, il y a la santé, mais il y a aussi d'autres critères qui font fixer des seuils un peu plus légers. Donc la bande littorale est affectée. Le territoire plus à l'ouest, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône sont plus affectés aussi que ne le sont nos territoires montagneux plus à l'est. En gros, et vous le comprenez, là où il y a de l'activité humaine, qu'elle soit urbaine ou industrielle, du pourtour des temps de berre, eh ben, forcément la qualité de l'air s'en ressent et se dégrade. Un petit diagnostic sur la région, comme ça, par rapport aux émissions atmosphériques. Alors, comme je vous le disais, on a une dizaine de sources de pollution isolées. Sur le graphe central là, qui mentionne les quantités émises en région sur le dernier inventaire des émissions atmosphériques, celui de 2019, la version 2021, on a fini en 2021 la mise à jour de cet inventaire 2019, c'est de montrer que suivant les polluants, par exemple les PM10, tout en haut, le particule PM10, ben, c'est tranché, quoi, c'est varié. C'est-à-dire que en jaune et rouge, en jaune, c'est les sources industrielles, donc elles y contribuent aux émissions de PM10. Ne pas oublier en rouge le résidentiel au travers de notre chauffage, qui lui aussi est émetteur de particules. Et enfin, plus à droite, le bleu et violet, la source transport. Les sources transport, et donc finalement les trois graphes que j'ai mis là, PM10, PM2,5, oxyde d'azote, il nous apparaît quand même assez clairement que la source transport en bleu, elle est grandement émettrice de tous ces polluants à l'atmosphère. Et je l'ai mis en dessous, le transport, le secteur résidentiel et le secteur industriel sont les grands pourvoyeurs de polluants à l'atmosphère dans nos territoires. Les tendances des niveaux, alors là, j'ai pris l'information concernant la valeur limite, concernant un polluant, les oxydes d'azote par exemple. La courbe rouge nous montre l'évolution des concentrations dans nos territoires. Et il est
bon de savoir que ça s'améliore. Les oxydes d'azote, qui reflètent plutôt la pollution liée au transport, même celle-ci est en phase d'amélioration. Les concentrations dans notre territoire sont en amélioration d'année en année. Et on sait pourquoi, hein, c'est que bien que le nombre de véhicules continue à augmenter, à l'unité, le véhicule émet beaucoup moins par rapport aux technologies nouvelles utilisées de moteurs, de pots, par rapport aux nouveaux combustibles qui sont disponibles, qui sont de meilleure qualité qu'ils n'étaient avant. Donc il y a malgré tout un gain à observer. Et quand on se confronte à la valeur limite en Union européenne, on voit qu'on on diminue d'année en année les populations exposées à cette fameuse valeur limite. Quand on s'intéresse aux lignes directrices, à notre polluant, j'ai pris un autre polluant, les PM2,5 par exemple, et cette fois je me suis mobilisé, je me suis focalisé sur la ligne directrice de l'OMS, c'est de voir que là aussi, les niveaux, la courbe rouge diminue en PM2,5 dans nos territoires, et ça vaut pour les Bouches-du-Rhône, ça vaut pour le Vaucluse, ça vaut pour les Alpes-Maritimes, et ça vaut même pour la France entière, hein, cette tendance de l'amélioration légère, on va dire, hein, des niveaux dans l'atmosphère en NO2 ou en PM2,5, elle existe partout en France, et du coup, forcément, le nombre de populations se trouvant exposées au-dessus de valeurs limites ou lignes directrices sont en diminution. C'est en diminution. Euh, alors, le paragraphe dont je vous parlais tout à l'heure, et je pense que j'en ai fini un peu et je serai prêt à répondre à vos questions, c'est sur les différentes molécules que nous suivons, il existe de tout temps des valeurs limites Union européenne. Elles existent toujours et on en fera toujours état. Il y avait des lignes directrices de l'Organisation mondiale en 2005. Elles ont été revues là en 2021 et elles se sont durcies, on va dire. Alors pourquoi elles se sont durcies? C'est parce que de nouvelles études ont été prises en compte, se sont faites, ont tiré des conclusions et l'OMS en a tenu compte. Et ces nouvelles études montrent que la santé est mise à mal pour le dioxyde d'azote, par exemple, non pas à partir de 40 microgrammes en moyenne annuelle, mais dès 10 microgrammes en moyenne annuelle, il y a une incidence sur la santé. Donc l'OMS en a tiré des conclusions et nous a édicté de nouvelles lignes directrices qu'il va falloir atteindre, en tout cas les pouvoirs publics, les acteurs de territoire vont devoir mettre en œuvre des actions complémentaires à celles mises en œuvre pour tendre vers ce 10 microgrammes en moyenne annuelle, 15 microgrammes pour les PM10 et 5 microgrammes pour les PM2,5. Les deux cartes en partie basse vous montrent justement la situation que nous évoquions sur une situation 2019. Lorsque nous regardions les anciennes lignes directrices OMS, nous annoncions qu'il y avait de l'ordre de 75 000 personnes qui étaient affectées en région. Au regard des nouvelles lignes directrices OMS, on est maintenant à 80% des populations de notre territoire et donc de l'ordre de 4 millions de personnes en région à être au-dessus de cette ligne directrice OMS et on retrouve toujours nos territoires plus à l'ouest et la frange littorale. Et donc à droite, on a fait un petit travail de scénarisation de ce qu'était le pourcentage des populations concernées en région sur le NO2 avant et maintenant. Et donc on bascule à 80%, 100% des populations vivantes dans notre zone, dans notre région, à être au-dessus des lignes directrices. Mais gardons à l'esprit tous que bien que toute la population soit affectée, les niveaux continuent d'année en année, malgré tout, à baisser dans nos territoires. Donc, c'est bon à prendre quand même, mais il y a encore du travail à réaliser. Merci Sébastien, merci bien. Merci beaucoup. Donc, je vais passer maintenant aux questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez une question à lever la main ou donc soit idéalement par le chat, hein, comme ça sera mis en valeur, en évidence en tout cas. Et donc, je vais commencer avec les questions qui sont déjà publiées dans le chat. Donc, nous en avions une de Serge Consolino qui concernait le chlore, Sébastien. Est-ce qu'il y a des mesures autour du chlore et des équilibres acides-bases qui sont autour des sites industriels? Alors, non, on ne fait pas la mesure du chlore, nous ne la réalisons pas de façon régulière, chronique. On a eu fait ponctuellement des mesures, mais non, ce n'est pas un des composés que nous suivons en routine.
Ces dernières années, on s'est focalisé, je vous l'ai dit, sur les particules ultra fines plutôt et sur des COV, composés organiques volatiles, où là, on est encore en cours de déploiement de matériels qui sont capables de regarder. Alors, nous regardions déjà le benzène, le toluène, mais dorénavant, on va pouvoir regarder le chlorure vinyle monomère, je sais pas quoi, l'éthylène, le propène, le propane. Bon, on ouvre le champ sur les COV, mais sur les composés chlorés, pas forcément. Alors, pourquoi? Parce que c'est un peu difficile à réaliser ces mesures. Et voilà, après, c'est comme toute chose, on priorise les actions et celui-ci, et on l'a pas priorisé, on va dire. Peut-être un complément, Monsieur Consolino. Je vous laisse ouvrir votre micro. Oui, merci. Alors le complément, ben, il est assez simple, hein. En chimie élémentaire que j'ai pu faire, on sait que le chlore peut permettre d'avoir l'eau de Javel qui est basique ou l'acide chlorhydrique qui est acide. La combinaison des deux occasionne un sel. Un sel et puis de l'eau. Et donc, le chlore me semble assez important dans le sens où, à partir du moment où il attaque par l'acidité et qu'il rencontre une limite ou un autre produit basique, il y a une transformation qui se fait et bien entendu un sel aussi peut être ingéré par les animaux, les végétaux et autres. Et je trouve regrettable qu'on ne se penche pas sur le chlore puisque il semble être pour certains la base de la vie par le sel qui a été apporté sur la planète. Donc je trouve vraiment dommage qu'on néglige cet élément qui a beaucoup de propriétés, qui bascule de l'acide au basique en occasionnant beaucoup d'opérations. Alors, il faut peut-être différencier le chlore dans l'eau et dans l'air, hein. Je pense que on n'est pas sur les mêmes. Un autre élément de réponse, peut-être, Sébastien? Non, je note, quoi, de toute façon, comme je l'ai dit, hein, nous mesurons partout, pas tout, et notamment dans ces zones industrielles où des molécules sont, quoi, il y a une diversité des molécules forcément en ces territoires, et du coup, on aura du mal de toute façon à toutes les observer, mais sur le sujet chlore, par exemple, de la plateforme de la Vera, elle en émet, c'est sûr, mais c'est vrai que ces dernières années, nous, on s'est focalisé plutôt sur le mercure gazeux qui sortait de cette plateforme plutôt que du chlore. Mais j'entends, je note et ça fera écho, quoi. Je sais que notre directeur, Dominique Robin, il est assez preneur que nous nous investissions dans les composés chlorés. Donc, je le note et c'est pas, il n'est pas interdit, loin s'en faut, que nous ouvrions cette thématique prochainement. Ouais. Merci, Monsieur Consolino. Je vous laisse baisser la main, sauf si vous avez d'autres questions. Je vais prendre la question aussi de Monsieur Codard du CIAS du Pays de Martigues, qui était sur en fait la quantité d'informations. Hein, si vous l'avez bien montré, c'est une grosse quantité d'informations, tant sur les émissions que sur les concentrations, avec les différents matériels, etc. Et donc, comment rendre accessible et visible aux non-initiés pour généraliser et Ouais. vulgariser la littératie sur la santé environnementale, pourquoi ne pas envisager un portail unique où toutes ces données sont accessibles en collaboration avec les communes? Ouais. Alors moi, j'ai entendu la question, le fait de, le fait de rendre plus lisible l'information qui est très riche, trop riche, tout ça. Bon, nous, on est toujours dans ces deux sujets, hein. Si l'on synthétise l'information, on nous taxe d'effacer toutes les subtilités qu'il y a dans chacun des choses. Et quand on donne toutes les subtilités, on nous dit qu'on donne trop d'informations et qu'on a du mal à en tirer le message général. Bon, alors on oscille entre ces deux sujets en permanence et on essaie de trouver un équilibre convenable. C'est pour ça que j'ai présenté, par exemple, des cartes qui intègrent plusieurs molécules. Et si vous avez fait attention, ce sont des cartes d'indices ISA qui ne sont pas les indices Atmo que nous devons. Hein, nous parlons des indices Atmo. C'est un indice qui est un peu trop léger à notre goût, nous, en région sud. Hein, on trouve qu'il bon, il a une intérêt quand même, mais il est un peu trop léger parce qu'il ne prend pas assez compte des pics et tout ça. Donc, on a constitué un indice à nous ISA, qui nous semble bien retranscrire à la fois l'exposition chronique, mais aussi voilà, les pics qui surviennent régulièrement dans différents territoires.
Mais on a du mal à trouver un bon équilibre entre une information synthétique et une information trop précise. Ouais, c'est malheureusement quoi. On essaye de progresser en permanence, mais c'est difficile. Ouais. C'est aussi le sujet de ce type de café-réponse et sur les sujets éminemment complexes comme ça, c'est évident qu'il faut, différents niveaux d'information, et adapter, c'est pas toujours facile. Une question aussi sur en fait le rôle du Mistral par rapport à la pollution de l'air. Comment joue le Mistral? Ouais, alors c'est le Mistral, alors je vais faire forcément des généralités, mais c'est un bon allié pour la qualité de l'air. Il disperse, dilue, alors il n'enlève pas les quantités émises, hein, je ne dis pas, il n'enlève rien des quantités qui sont émises, mais il les disperse, les dilue. Nous, les observations qu'on fait depuis plus de 50 ans attestent que lorsque le Mistral se met en œuvre, les pollutions qui pourraient être présentes et qui s'étaient accumulées les jours d'avant se dispersent et les niveaux diminuent. C'est valable dans les villes, c'est valable en proximité industrielle, c'est valable pour les oxydes d'azote, c'est valable pour les particules. Et ces dernières années, on a mis en place des particules ultra fines, donc on mesure des nombres de particules autour du nanomètre. Et bien même sur cette thématique, lorsque le Mistral se fait jour, les teneurs diminuent dans notre atmosphère. Je finis juste, sauf pour les quartiers qui se trouvent dans l'axe d'une cheminée industrielle qui, lorsque le Mistral va souffler, va rabattre les pollutions directement sur le village. Et ça existe chez nous. C'est la vieille ville de Fos-sur-Mer, par exemple, par Mistral, elle est dans les rejets directs de la raffinerie des Sceaux. Et ça vaut aussi pour les quartiers sud de Martigues, là vers les Laurents, Carreau, on va dire, hein, pour faire simple, pour ceux qui connaissent. Là, c'est pareil, le Mistral va amener les panaches issus de la plateforme de la Vera directement vers ces lieux. Donc, ces deux territoires, malheureusement, par Mistral, eux, ils sont directement dans les cheminées industrielles et les niveaux sont assez élevés. Merci. Et une question aussi, alors plusieurs mêmes questions en fait assez précises, c'est par rapport à Signalair. Donc quelles sont les suites données en termes de vérification de retour à l'habitant qui a signalé, etc. Ouais. Alors, ouais, là c'est pareil, hein, l'outil, il joue pas tous les rôles. Alors, je me suis pas démarqué fondamentalement en début de l'État, mais on n'est pas l'État, hein, même pas voir vis-à-vis du chlore et tout ça. L'État impose à aux industriels ça, de suivre un certain nombre de choses. Là, la plateforme signalaire, nous, on s'en sert avant tout pour un recueil des citoyens, des signalements. Ce que l'on en fait comme traitement, c'est lorsque beaucoup de signalements se font jour en un lieu, du coup notre attention est attirée pour la problématique de ce lieu. Nous pouvons diligenter en ce lieu des mesures complémentaires pour éventuellement mieux comprendre ce qu'il se passe. Donc déjà, c'est un signal d'alerte pour nous pour potentiellement envisager des mesures en ces lieux. Ça a été le cas tout l'été, là par exemple autour de Berlétan, des signalements de nuisances se faisaient jour. Nos stations présentes sur territoire ne permettaient pas de renseigner complètement, donc on a rajouté des moyens de mesure pendant un certain nombre de jours pour mieux comprendre ce qui s'y passait. Ces messages de signalement de nuisance, nous les envoyons aussi à l'État, aux villes et aux industriels potentiellement à l'origine des problématiques en leur disant il y a beaucoup de signalants ce jour, c'est pas habituel, vous devrez regarder ce qui se passe et nous tenir informés. Et après, par rapport à la question, le retour vers les citoyens, c'est vrai que nous ne faisons pas, l'outil n'est pas taillé pour que nous tenions informés les citoyens qui nous ont déclaré ce qu'il y a eu comme suite. Non, c'est pas taillé pour le faire. Bon, après, vous comprenez aussi l'ampleur du sujet, c'est-à-dire que là, je tends le micro à tous les citoyens de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et donc, on a 5000 signalants, là, en août, on a 5000 signalants depuis le début de l'année, et donc on ne peut pas raisonnablement les tenir chacun d'entre eux informés de ce qu'il y a pu y avoir, ce qu'il n'y a pas pu avoir. On fait un bilan fin d'année où on reprécise, voilà, dans l'année, la problématique, elle s'est surtout fait jour à Tarascon, surtout fait jour à Nice, Carrosse, voilà ce qu'il y a eu, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on n'a pas fait. Mais j'entends quand même, hein, et ça a été dit à plusieurs reprises, les citoyens, ils aimeraient bien, quand ils nous donnent une information, que nous les tenions informés de ce qui a pu se faire. Je l'entends et un jour, si jamais on arrive à mener quelque chose, je vous en ferai part. Merci bien. Alors après, une question aussi très précise sur la chute brutale de PM10 en 2019. La chute brutale, Alors sur ton slide 25 apparemment. ouais. Euh,
de l'exposition peut-être des populations, non? Il faudra que je le regarde. Attends, je vais le regarder. Bon, en tout cas, il n'y a pas eu, me semble-t-il, en CIL 25, tu m'as dit? Oui, Tac, tac, merci tac. d'avoir précisé la slide. Ouais, alors voilà, alors c'est ça. Donc c'est surtout, alors je reviens à mon écran, donc c'est principalement les nombres de populations exposées à un seuil qui ont chuté. Parce que les niveaux en tant que tels, eux, ils ont une pente légère et assez rectiligne, on va dire. Il n'y a pas eu de chute brutale. Alors pourquoi il y a cette chute brutale du nombre d'individus au-dessus d'un seuil? C'est l'effet de seuil, comme on dit. C'est-à-dire que, non, mais c'est vrai, c'est bête, c'est comme ça, mais c'est-à-dire que les niveaux de pollution, il ne faut pas qu'ils soient plus élevés que 10 microgrammes, et ben quand ils sont à 12, c'est au-dessus. Quand ils sont à 9, c'est en dessous. Et du coup, ça peut faire rapidement, paf, un changement important dans le nombre d'individus au-dessus ou en dessous du seuil. Hein. Alors, on est vigilant parce que toute rigueur métrologique que l'on met dans nos matériels et dans notre surveillance, il y a de l'incertitude qui plane dans tout ce que je dis, dans nos mesures et tout ça. Et donc, on est toujours vigilant quand même. On n'est pas à 2 microgrammes près quoi, dans tout ce que l'on mesure. Donc, quand on ose dire que tout d'un coup, on est descendu au-dessus de 10, en dessous de 10, bah, c'est qu'on a quand même beaucoup de mesures qui sont à 7, à 6, à 7, à 8. Ouais, on n'est pas à 9,86 qui serait en dessous de 10. Donc, on n'est pas à ce degré-là. Mais les seuils, malheureusement, les seuils, ben, il y a des effets de seuil. Soit on est au-dessus, soit on est en dessous. Et je pense que la rupture de la courbe, c'est surtout ça. C'est que, paf, on est descendu en dessous d'un seuil, valeur limite notamment. D'accord. Mais ça montre bien aussi la nécessité d'avoir différents angles Eh oui. de mesure ou pour qualifier justement une pollution, quoi, en fait. Hein. On ne peut pas parler avec d'une seule façon, en fait. Et alors, c'est Valérie aussi qui disait ça. Pour avoir travaillé sur les données SIGAL, elles sont brutes et difficilement interprétables pour un non-initié. Eh oui, alors c'est vrai que le sujet là de la pollution atmosphérique et des mesures et des informations qu'on donne, bon, je vais dire que fondamentalement c'est pas pour les initiés. Ouais, mais c'est quoi? C'est dur à dire, mais c'est comme ça quoi. Il y a des Attends, tu veux dire que unités. c'est pas pour les non-initiés ou les Non, 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 initiés? c'est pas pour les non-initiés, quoi. L'immense majorité de nos données sont plutôt pour des initiés, ouais, j'ai peut-être mal dit. Mais on essaie malgré tout que de digérer, quoi. Nous ce qu'on veut, c'est surtout donner tout ce que nous avons pour ne pas être taxé de retenir de l'information. Avec le pendant de, voilà, vous me donnez des trucs où j'ai du mal à lire ce qui est marqué, je comprends même pas ce qui est écrit et je vois pas ce que c'est. Bon. Alors du coup, on donne sur notre site internet des informations plutôt digérées, des actualités, des bilans, des choses comme ça. Et après, pour les initiés, on ouvre la possibilité quand même qu'ils aient accès à la donnée. Mais après, voilà, moi, ce que je peux juste dire, c'est que je reste, moi, Sébastien Mathieu, ouvert. À la fin de ma présentation, il y a mon adresse mail et tout ça, et je reste toujours ouvert, et c'est mon métier, que de répondre aux citoyens au sens large bah, sur ce qu'ils ne comprennent pas ou d'expliquer un peu mieux voilà, s'il y a des difficultés à comprendre. Mais c'est vrai que les émissions, même moi qui ne m'ai pas le nez dedans, je suis souvent obligé de revenir auprès des inventoristes chez moi pour qu'ils m'expliquent clairement, éventuellement, qu'est-ce qu'on trouve dans cette source-là? Le résidentiel, c'est quoi le résidentiel? Ça comprend quoi? Les sources non affectées, c'est quoi? Ah, les incendies. Ah oui, d'accord, les incendies. Et pourquoi tu n'as pas mis incendie? Ben, parce qu'il y a d'autres sources. Bon, bref. Mais voilà, ouais, je sais que c'est pas simple tout ce que l'on donne, mais on veut avant tout livrer tout ce dont on a à notre disposition, quitte à des fois apparaître un peu obscur, ouais, pas très clair. Ouais. Et alors après, dernière question, mais il y en aura peut-être d'autres après, c'est pourquoi les normes limites de l'Union européenne, les valeurs limites, Ouais. ne s'alignent pas sur les lignes directrices OMS. Pourquoi elle ne? J'ai pas entendu le mot. Elles ne s'alignent pas. Ah ouais, ouais. Alors, donc les lignes directes, les valeurs limites, par exemple, de l'Union européenne, quand elles ont été dictées, il y a longtemps de cela, les situations économiques de chacun des pays de l'Europe n'étaient pas au même niveau. Autrement dit, il était difficile de demander à la Roumanie, par exemple, et je ne vais pas stigmatiser, mais de se mettre de suite à la valeur que la France et l'Angleterre ou l'Allemagne s'apprêtaient à respecter. Et donc, l'Europe, elle a mis une ligne qui était atteignable par bon nombre d'États.
Et puis c'est resté comme ça. Alors nous, on les a atteintes et franchies. C'est pour ça que ce référentiel, il n'est pas suffisant, quoi. Il est pas... Et surtout que nous, ce qui nous préoccupe, c'est la santé avant toute chose, quoi, et pas des considérations, voilà, économiques et autres. Donc c'est pour ça. Alors pourquoi l'Union européenne ne s'aligne pas aux normes OMS? Eh ben, on va leur laisser le temps de le faire. Mais j'ai pas d'infos s'ils ambitionnent de le faire. Mais en tout cas, la ligne OMS existe et nous, on en fera état tout le temps. Après, dans mes souvenirs, Sébastien, tu me corriges si besoin, mais il me semble que sur certains polluants, pour le coup, on est quand même aligné sur l'OMS. Alors, c'était le cas au Oui, NO2, par avant. exemple. Ouais, c'est ça. Et depuis, ça Ouais. y est, mince, quoi, mince, c'est comme ça, hein, l'OMS, elle a Ça dit a que changé, on non. n'y est Ouais. plus. Mais ça a été le cas, tu as raison, il y avait quelques molécules où les deux s'étaient accordés. L'Europe avait dit, bon, ben, je retiens simplement la santé. Mais il y avait pour bon nombre de molécules quand même un petit delta et l'Union européenne était moins sévère, ouais, que ne l'était l'OMS. D'accord, d'accord. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions à l'adresse de Sébastien? Jacques Guiraud. Oui. J'en ai une. Monsieur Portal, T'en prie. vous m'entendez? Oui, très bien, Jacques. Je voulais savoir si les odeurs olfactives sont considérées comme polluants. Alors, non, c'est une nuisance, c'est une atteinte à la qualité de l'air quand même, mais c'est pas polluant dans le sens où ce qui génère des odeurs, quoi, les molécules qui génèrent des odeurs, il y a plein de choses là-dedans. Et je vais juste rester sur les concentrations. Enfin, il y a souvent des odeurs qui sont perçues alors que les concentrations sont faibles, et donc on pourrait dire que la pollution au sens santé, elle n'est pas là, quoi. Il y a de la gêne, mais il n'y a pas de pollution. Et il y a souvent, du coup, des odeurs qui viennent à disparaître lorsque les concentrations sont élevées et où là, vraiment, la santé pourrait être mise à mal sans odeur. Bref, le sujet odeur, il est différent des concentrations de polluants. Les deux se retrouvent sur une gêne, une nuisance, une altération à notre qualité de vie, mais le côté santé, c'est les concentrations vraiment qui priment plus que l'odeur. Même les odeurs olfactives de stations d'épuration Euh, qui sont allergiques. Ouais, alors c'est une gêne, hein, attention, hein, c'est gêne, c'est gênant, il faut améliorer la chose, et notamment les gens qui émettent cela, quoi, en industrie, quoi, il convient qu'ils travaillent autour de ça pour minimiser tout ça, mais à chaque fois qu'on a fait de la mesure de molécules autour de centres d'enfouissement, de ce genre de choses, hein, on n'a jamais constaté de niveau important dans l'air. Pour autant, la gêne olfactive était importante. Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment deux sujets à prendre à part, qui sont importants l'un comme l'autre, mais il n'y a pas de relation franche et directe entre ces deux grandeurs. Bien, merci. Merci bien pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Jacques, tu as toujours la main levée, mais je pense que c'est juste que tu as oublié de la baisser, non? Ah, Omar. Envisagez-vous la diffusion d'informations sur la qualité de l'air intérieur et comment aider le citoyen à s'en préoccuper? Ah ouais. Alors le sujet, c'est vrai, j'ai pas parlé, hein, je ne vous ai pas parlé de l'intégralité de tout ce que nous menons, mais le sujet de l'air intérieur était un sujet d'importance parce que nous y passons le plus clair de notre temps. Le sujet de l'air intérieur, c'est nos enfants aussi, les écoles, crèches, et donc c'est un sujet d'intérêt réel. Et d'ailleurs, il y a des réglementations qui font qu'il faut s'intéresser à ces sujets-là. Alors, est-ce qu'on communique, nous, sur les niveaux en air intérieur? Non, parce qu'il y a autant de situations qu'il y a de lieux intérieurs. Déjà, en air extérieur, il y a beaucoup de situations et on essaye, au travers de nos stations, ben, de trouver un point milieu et tout ça. Mais là, dans l'intérieur des locaux, vraiment, chaque lieu est un lieu à part. Par contre, on communique quand même sur nos actions autour de la thématique air intérieur et on aide beaucoup de villes à mener des investigations dans leurs crèches et écoles et on mène beaucoup d'actions aussi de sensibilisation auprès des enfants et des parents d'élèves d'ailleurs aussi et des professeurs ben, sur la thématique de l'air intérieur. Pour faire simple, l'air intérieur, c'est à peu près équivalent à ce qu'il y a en air extérieur, plus des pollutions d'air intérieur. Et pour remédier
à une mauvaise qualité de l'air intérieur, il convient de ventiler convenablement et donc de faire du Mistral, quoi. Il convient de ventiler le bâtiment, quoi, le lieu. Et tant bien même la qualité de l'air extérieur n'est pas fameuse, c'est mieux que de laisser s'accumuler à l'intérieur du local, minute après minute, des niveaux de polluants qui vont aller jusqu'à des taux très, 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 très élevés. Donc on communique sur cette thématique, mais on ne communique pas au fil de l'eau en disant voilà les niveaux qu'il y a. Merci bien. Omar, est-ce que ça répondait à votre question? Je Oui, pense qu'on bonjour. compléterait. Oui, Oui. je complète partiellement. C'était pas tant la question sur la particularité de chaque habitat, c'était sur le comment prendre soin de la qualité de son air intérieur. Quels composants pour, je pense à l'arrivée d'un enfant dans une famille où souvent on achète du bois tout laqué, tout prêt, alors que peut-être que c'est nocif pour la chambre de l'enfant. Des choses de ce genre qu'on a pu avoir, pour lesquelles les parents peuvent être sensibilisés et le grand public en général. Oui, d'accord, très bien. Mais c'était ça, ouais. Alors du coup, oui, oui, on a. Alors, notre site internet, là, c'est pareil, il y a tout et c'est difficile, quoi. Il est difficile souvent que pour les gens que d'aller rattraper l'information qu'ils cherchent. Il y a bien des moteurs de recherche, on essaie de l'améliorer parce que franchement, il n'est pas optimum. Mais il y a bien sur notre site internet un sujet concernant l'air intérieur. Et vous avez bien raison, il y a des fois des choses à dire qui pourraient paraître de bon sens, mais non, non, il faut les redire à nouveau. Quand un enfant arrive, c'est une personne très sensible, vulnérable, et il lui faut préserver son environnement et éviter effectivement de rajouter des produits, on va dire manufacturés, on va dire comme ça. Voilà, de la peinture, de la chimie, des couleurs, des matériaux, et penser à ventiler régulièrement, comme on doit le faire tout un chacun, et plus encore dans une chambre où il y a un jeune enfant. Mais on n'a pas, en tout cas, on n'a pas édicté, quoi. C'est pas nous qui édictons une liste exhaustive de ce qu'il faut pas. Mais par contre, il y a bien un spécialiste chez nous en air intérieur qui a tous les référentiels, quoi. Si une ville, un citoyen même a des questions sur cette thématique, je le mettrai en relation avec notre responsable sur le sujet. Et sûr et certain, lui, il lui enverra un mail avec tout un tas de liens qui disent, voilà, les produits biosourcés, où les trouver, ne pas faire ci, ne pas faire ça. Ouais. Merci bien. Alors, j'en profite pour vous rappeler que vous avez un petit formulaire que Shirley a mis dans le chat qui qui vous permet de dire ce que vous avez pensé de ce café réponse. Donc, n'hésitez pas, ça nous aide à nous améliorer. Et on peut prendre encore une dernière question, peut-être? Non, bah merci bien. Un grand merci à Sébastien. Ah, Jacques. Jacques, tu avais une question? Ton micro est fermé, je pense. Oui, oui, d'accord, d'accord. Ça y est. Jacques? Bon, oui, vous m'entendez là? Oui, Oui. on t'entend. Oui, c'est une question qui reste constamment ouverte, c'est la difficulté à mesurer les effets cocktails. Alors, à quel niveau on en est, à quel niveau la recherche en est, et par qui elle est pilotée en fait? Ouais. Oui, alors l'effet cocktail, hein, pour tout un chacun, et ceux qui ne seraient pas sensibilisés à cette thématique, je vous ai parlé de polluants isolément, le NO2, l'ozone, les PM10, ainsi de suite. Et puis je vous ai dit que pour chacun d'entre eux, il y avait des valeurs limites ou des objectifs de qualité à respecter parce que ça a un impact sur la santé. Mais c'est vrai qu'on sait tous, c'est ce que vient d'évoquer monsieur, c'est que aujourd'hui, je respire à la fois des oxydes d'azote, de l'ozone, des PM10 et tout ça. Et le cocktail de ces polluants est sans doute plus problématique que ces polluants isolément. Mais quand j'ai dit ça, je souhaite bon courage à la recherche pour chercher justement s'il vaut mieux avoir 20 de NO2 et 3 d'ozone et 1 de benzène ou l'inverse. Bref, la recherche en matière de cocktail, moi, il me semble qu'elle se fait surtout sur d'autres indicateurs comme par exemple du potentiel oxydant d'un aérosol. C'est-à-dire, on ne va pas s'intéresser aux molécules qui constituent l'air, mais on va s'intéresser à l'action que cet aérosol a sur le vivant.
Moi, les études que j'entends mener sur ce qui pourrait s'apparenter au cocktail, c'est plutôt sur ça, c'est le potentiel oxydant d'un aérosol que nous respirons. Bien, merci. On va conclure sur cette question. Merci à tous, merci pour votre participation. Un grand merci à Sébastien pour ta disponibilité, à ta clarté toujours, évidemment. Et puis des réponses directes aux questions, vraiment un grand merci. Et il me reste à vous souhaiter une bonne journée. Merci à beaucoup.